Bonjour à toutes et à tous, nous sommes réunis sur ce plateau télé du salon Business Industry pour une rencontre avec deux experts sur le thème de l'intelligence artificielle. Cette vidéo, vous pouvez la visionner en direct sur le site du salon Business Industry au pluriel -dijon.com et la revisionner en replay quelques minutes après sa fin. Je vais commencer par vous présenter mes deux intervenants. J'ai parmi nos spécialistes de l'IA qui sont présents sur ce salon, Wassila Labani Narcisse, qui est maître de conférence à l'Université de Bourgogne, rattaché au laboratoire SIAD. SIAD, c'est Connaissance et Intelligence Artificielle Distribuée. C'est les spécialistes à l'Université à Dijon de l'intelligence artificielle. Et puis Marc Benoît, vous êtes le directeur de Humane, une entreprise basée à Fontaine-lès-Dijon, créée en 2011. Vous employez une dizaine de collaborateurs. Et vous êtes spécialisé dans le traitement de l'image par l'intelligence artificielle embarquée en temps réel. Vous allez nous expliquer dans quelques instants concrètement en quoi ça consiste, mais j'ai une première question pour vous deux d'ailleurs. Je vais commencer par Marc, si vous me permettez, voici là. Qui est tout simplement de savoir quelle définition vous donnez à l'intelligence artificielle. Parce que ça, on en parle, tout le monde en parle énormément. ChatGPT a quand même aidé à démocratiser un peu l'idée, mais on raconte aussi beaucoup de choses qui relèvent peut-être du fantasme ou de la peur ou du mythe. C'est quoi l'IA aujourd'hui pour vous ? Bonjour à tous. Donc pour nous, pour notre entreprise Humane, l'IA, c'est avant tout quelque chose qui doit être invisible. Alors ça peut surprendre. C'est une technologie qui est, alors je parle dans le monde industriel, on essaye de développer des algorithmes qui travaillent en tâche de fond. Donc pour un industriel, on ne va pas forcément mettre en avant les algorithmes, les technologies de machine learning, de deep learning, des choses, des concepts qui peuvent faire peur. Et on va plutôt mettre en avant des applicatifs. Donc pour nous, l'IA, c'est un outil, on l'a dit dans la précédente intervention, c'est un outil qui va aider les industriels à augmenter leur productivité, à prendre les bonnes décisions en temps réel, mais c'est surtout pas quelque chose de magique. C'est quelque chose qu'on installe sur les équipements industriels existants dans un process de production existant ou qui nécessite de complètement repenser les choses? Alors absolument pas. Nous, on a fait le choix d'utiliser ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle embarquée, c'est-à-dire que ces algorithmes sont directement dans les capteurs. Alors on utilise principalement des capteurs à base de vision, à base d'images, donc des caméras, et ces algorithmes sont dans les capteurs. Alors l'intérêt de faire ça... Et ça sert à quoi? Oui. L'intérêt de faire ça, c'est que d'abord on travaille en temps réel, les décisions sont beaucoup plus rapides, les calculs sont beaucoup plus rapides. La deuxième chose qui est très importante aujourd'hui, c'est les respects de l'éthique et de la RGPD. Quand vous commencez à mettre de la caméra, ça peut interroger, notamment les opérateurs, de dire j'ai une caméra qui potentiellement peut me filmer. Et bien en fait, cette caméra, non, elle ne va pas le filmer, elle va traiter. Et les informations qui vont sortir du capteur, ce n'est pas une image, c'est une information, pièce bonne, pas bonne, situation dangereuse, pas dangereuse. C'est ça la différence. Merci pour cette explication. On verra dans quelques instants très concrètement les appareils, les solutions que vous développez et à quoi elles servent dans les entreprises. Wassila Labani Narcisse, maître de conférence à l'université, je le rappelle. L'IA, c'est quoi pour vous aujourd'hui? Bonjour. Pour moi, en tant que chercheur en IA, donc l'IA, déjà, c'est un domaine de l'informatique. C'est un ensemble d'algorithmes de manière générale qui est capable de récupérer des données, de traiter les données et aussi les connaissances humaines, afin de pouvoir faire des systèmes de raisonnement qui vont être par la suite capables d'accompagner les experts métiers dans leur travail quotidien. Donc c'est aussi un outil d'aide à la décision, c'est un outil d'accompagnement qui va nous permettre justement d'accélérer certains processus et d'aller au-delà de ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui. Vous avez parlé du terme de données, il est évidemment essentiel quand on parle d'intelligence artificielle, c'est le nœud, c'est le cœur du sujet. Les données, quand on parle d'intelligence artificielle? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle se nourrit des données et aussi des connaisses. Donc, du coup, il faut vraiment avoir les deux pour pouvoir... Quelle différence faites-vous entre données et connaissances? Voilà, la donnée, c'est quelque chose de brut. Donc, on récupère, dans notre domaine, on parle de mesure et de syntaxe pour représenter cette mesure. Par exemple, si je vous dis à 40 degrés, donc pour nous, c'est une donnée. Par la suite, il faut contextualiser cette donnée, donc savoir de quelle information nous parlons. Donc, on passe de la donnée à l'information. Donc quand je vous dis la température extérieure est de 40 degrés,
Donc là, je vous donne une information, mais si je reste à ce stade-là, l'IA par la suite ne va pas pouvoir faire grand-chose parce qu'on attend d'elle des prises de décision, des recommandations, et du coup, on va se projeter sur un domaine bien particulier en récupérant la connaissance de l'expert. Et donc ici, un expert métier, par exemple, il va nous dire, lorsqu'il fait 40 degrés dehors, là, on est en période de canicule, peut-être il faut se protéger. Et donc là, on va parler de la connaissance et encore plus de la compétence. Et c'est ce que nous sommes censés donner à l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse générer de nouveaux systèmes de raisonnement et nous donner des recommandations. D'accord, donc il faut lui fournir, lui donner à manger de la donnée qualifiée. En réalité, c'est un petit peu ça que vous êtes en train de me dire. C'est exactement ça. C'est une donnée plus un sens et une contextualisation de cette donnée pour que l'IA arrive effectivement à faire de la simulation et du raisonnement avec ça. Bon, à vous entendre tous les deux, moi j'ai pas du tout peur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de l'IA, ce grand méchant qui va remplacer tous les humains, qui va dominer les humains demain. On n'en est pas là du tout. Dans le monde industriel, probablement pas. Pour le reste, notamment tout ce qui est IA générative et nouveaux algorithmes qu'on entend dans les médias, je ne me prononcerai pas. Et aussi là, pareil, joker là-dessus ou non? Non, mais il y a pareil, un sujet. parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui, certes, il y a pas mal d'avancées. Par contre, on est vraiment très très loin de remplacer l'humain. Et en revanche, ce que l'IA permet de faire aujourd'hui, c'est de changer certains métiers, de les faire évoluer. Et donc, on est clairement loin du remplacement complet de l'humain. Il faut juste savoir s'adapter et justement tirer profit de cette nouvelle technologie qui va nous permettre justement de faire plus de choses. Et donc, l'humain, aujourd'hui, grâce à l'IA, il peut avoir plus de temps pour être créatif. Il faut aussi révéler plus de choses et donc on va libérer plus de ressources humaines pour faire des choses qui sont beaucoup plus importantes. Et ben voilà, ça c'est un discours optimiste et positif et on va l'illustrer très concrètement à travers des exemples. L'IA dans l'industrie aujourd'hui, l'IA by Human, en quoi ça consiste? Donnez-nous des exemples concrets, faites-nous un peu rêver. Alors on a beaucoup d'applicatifs, on a pris ce virage industriel il y a 5 ans. Et on a développé des plateformes hardware qui intègrent de l'IA. J'en ai amené 2 devant moi. Ce sont des systèmes avec une petite caméra. Et puis, l'intelligence artificielle est embarquée dans ces systèmes-là. Donc, on ne sort pas forcément des images. On va sortir des alertes, des contacts secs de sortie de relais, voire même communiquer directement avec des automates programmables. Donc, on est vraiment dans les process industriels très classiques. Et c'est un capteur comme un autre. Maintenant, on va donner un exemple pour rebondir aussi sur ce que vous avez dit. On utilise ce genre de caméra sur le contrôle de pare-brise. Donc un grand fabricant de pare-brise dans le Var, Saint-Gobain, pour ne pas le citer, contrôle les pare-brises à 100%. Chaque pare-brise est contrôlé. Et en fait, il n'y a pas de système automatique. C'est une personne qui va regarder, qui va chercher des déformations, des rayures, des irisations avec des systèmes de projection de lignes. Et voilà, il y a une personne qui passe son temps à faire ça toute la journée, à regarder ses pare-brises. Et alors la technologie, c'est on projette sur le pare-brise une grille, ça fait des traits noirs en fait tout simplement, ça fait une matrice. Et puis il regarde si jamais une grille est un peu ondulée, à ce moment-là on dit il y a un problème. Eh bien la caméra est capable de le faire en automatique et de dire à l'automate ce pare-brise il est bon, ce pare-brise il n'est pas bon, et en plus de dire à quel endroit il y a une problématique. Ça c'est un exemple. Les exemples sont énormes. Donc on gagne du temps, on gagne une compétence humaine qui n'est pas fondamentale, et on gagne en qualité aussi. Bien sûr, on gagne en qualité parce qu'on peut aller sur du 100%. Aujourd'hui, dans l'automobile, les fournisseurs, les sous-traitants de premier niveau, deuxième niveau, doivent délivrer du 100%. Donc l'humain, il se fatigue. Au bout d'un moment, celui qui fait ça, au bout de 3-4 heures, il dit il va peut-être laisser passer quelques pièces. L'IA, si elle est bien entraînée, si elle fonctionne correctement, ça ne fatigue pas. C'est le même sujet que le sujet précédent sur la robotique. Un robot ne se fatigue pas. Je me permets cette question, Marc Benoît. Qu'apporte l'IA dans ce type de détection? C'est-à-dire que des capteurs capables d'identifier la planéité d'une surface ou des choses comme ça, du contrôle non destructif, on en fait depuis très longtemps dans l'industrie. Tout à fait. Quelle est la valeur ajoutée de l'IA dans ce type de procédure? Il y a une certaine forme d'intelligence. Le mot intelligence artificielle n'est pas usurpé. Il y a quand même une certaine forme d'intelligence. On va pouvoir, par exemple, avec ce petit capteur, on va pouvoir chercher des défauts que l'on ne connaît pas. C'est un peu la difficulté, c'est que si on prend une pièce, les rayures, on ne peut pas lui dire la rayure va être là ou là. On lui dit il y a une non-conformité, mais on ne sait pas exactement laquelle. L'IA va amener un peu cette intelligence de dire
ce produit-là me paraît pas conforme. C'est ça la nouveauté, c'est ça qui est différent. Me paraît pas conforme. Ou alors une situation d'un des capteurs comme celui-là pour la sécurité, notamment des personnes qui évoluent près de chariots élévateurs. Eh bien, le capteur, lui, il va pas dire, il va dire, il y a quelque chose qui va pas. Il y a une personne qui est un peu trop près. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un lanceur d'alerte. C'est un lanceur d'alerte, exactement. Ouais. C'est tout à fait ça. C'est la bonne définition. Et après, c'est à l'humain d'identifier, de vérifier si effectivement il y a un problème et oui, exactement. lequel. Et c'est là où le système apprend. C'est-à-dire que, imaginons, on revient sur les pare-brises et puis le système dit ce pare-brise est défaillant. L'humain, il regarde et dit mais non, c'est quand même acceptable. Et à ce moment-là, il dit au capteur c'est acceptable. Et donc, le coup d'après, ce défaut-là ne sera plus détecté comme une alerte. Très bien. Cette technologie humaine expliquée par vous est très claire. Vous travaillez dans quel domaine industriel du coup? Alors là, c'est un exemple dans l'industrie automobile. Oui, on a principalement trois domaines. On a le domaine de l'industrie manufacturière, donc partout, tous les gens qui fabriquent des pièces. On va faire du contrôle qualité en temps réel sur les chaînes de production. Oui. Le deuxième domaine, c'est le ferroviaire. Donc ça, c'est un marché extrêmement porteur pour nous. On a un système qui fait l'analyse des pantographes en temps réel pour les tramways, pour les trains, pour les TGV. On a tous malheureusement... Donc les pantographes sont les pantographes, c'est les capteurs qui sont sur connectés aux lignes aériennes. Exactement. Et on a tous malheureusement un jour ou un autre expérimenté un arrêt de TGV en pleine voie parce que cette caténaire est arrachée et souvent elle est arrachée parce que le pantographe, le capteur est abîmé. Et donc nos capteurs détecte, en fait c'est une caméra qui regarde, qui dit tiens là il y a un pantographe et en temps réel elle analyse le pantographe. Est-ce que le carbone est abîmé? Est-ce que la corne est tombée? Est-ce qu'il est pendant tordu? que le train roule. Pendant que le train roule. Donc c'est des systèmes embarqués ultra résistants à des conditions extrêmes. Alors le capteur est fixe, il est sur un pont par exemple et le train passe dessous. Voilà, il n'est pas embarqué. Il n'est pas embarqué sur le train. Voilà, exactement. Sinon ça obligerait d'avoir un capteur par train. Oui. Et alors que là, on regarde les trains, les TGV, il y en a installés ici à la gare de Malin, il y en a à la gare du Nord, il y en a sur la RATP, il y a différents à l'entrée d'Eurotunnel. Donc on a différents capteurs qui sont déployés sur le réseau. Et là, on est dans le non-accident. Là, l'objectif, il est bien de garantir le fonctionnement du réseau et d'éviter les accidents. Voilà, exactement. Exactement. Merci beaucoup. Vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, Oussila Labani Narcisse, universitaire, mais votre laboratoire, le laboratoire au sein duquel vous travaillez, le SIAD à Dijon, est très connecté au monde de l'entreprise. C'est un peu ça, c'est dans son ADN. Tout à fait. On va dire. De quelle manière vous intervenez auprès des entreprises? Alors, nous, aux côtés des entreprises. Notre cœur de métier, c'est justement de proposer des solutions d'intelligence artificielle innovantes. Nous avons des verrous scientifiques qu'on va souvent lever et chercher à les résoudre, mais on a tout le temps des domaines d'application, que ce soit dans l'industrie 4.0, la santé ou la ville intelligente. Et dans le cadre de l'industrie, donc nous accompagnons les industriels dans l'implémentation et la définition de leurs solutions. Mais avant d'arriver à la solution, on les accompagne dans la définition de la problématique. Et donc, du coup, on met en place un processus qui est complet dans un objectif et de comprendre la problématique, de récupérer les connaissances métiers. Donc, on va accompagner les experts pour récupérer leurs connaissances afin de les structurer, les modéliser et les formaliser par la suite, les donner à la machine. Et notre objectif principal aussi est vraiment de mettre l'expert métier au centre de la réflexion et au développement. Donc, il ne faut pas développer des solutions d'intelligence artificielle qui vont complètement changer les métiers et qui vont arriver comme ça du jour au lendemain. Voilà. Et donc, du coup, les gens ne vont pas forcément adhérer. Et l'adhésion, c'est quelque chose aussi qui est très important, en particulier en milieu industriel. On va y revenir. Et donc, du coup, notre tâche, c'est effectivement d'accompagner les industriels, quel que soit le domaine. Donc, ce qui fait aussi la richesse de notre laboratoire, c'est qu'on est capable de toucher à différents domaines d'application. Donc, vous m'aviez parlé du luxe, du vin, tout à fait. De la santé, de la ville intelligente. Vous pouvez donner des exemples concrets? Oui, nous avons eu un projet avec une multinationale donc, dans le domaine du packaging de luxe. Donc, c'est une société qui est implantée sur 4 pays différents, sur 3 continents. Et donc, du coup, ils avaient pas mal de problématiques de gestion de processus. Ils avaient aussi besoin d'avoir un système intelligent qui leur
permettrait d'avoir des solutions qui sont de type bon du premier coup. Et donc, utiliser les retours d'expérience de défaillances précédentes pour pouvoir justement ne pas refaire la même erreur. Et donc, nous avons accompagné cette société dans la digitalisation des savoir-faire des collaborateurs de l'entreprise, donc avec un processus complet, partant de la collecte et la gestion de la connaissance jusqu'à la mise en place de solutions d'intelligence artificielle qui répondent aux objectifs. Nous avons également travaillé dans un projet, je vous ai parlé du vin, donc c'est un projet FOI, dans lequel nous avons en fait défini le cycle de vie de la vigne afin de comprendre selon les différents facteurs de la météo et comment la vigne se comporte, pour savoir est-ce qu'il va y avoir des maladies qu'il faut prévoir et donc quand est-ce que le viticulteur va pouvoir par exemple traiter. Et cela va permettre justement aux viticulteurs de prévoir certains problèmes dans sa vigne et surtout de ne pas traiter n'importe quand et n'importe comment et donc préserver la planète. L'enjeu là, ou le rôle de l'intelligence artificielle, elle est de prédire et de préconiser. C'est un peu ça la différence par rapport à des systèmes plus classiques qu'on pouvait connaître, qui étaient de la simple analyse de données. En fait, c'est tout à fait ça, parce que nous partons justement de l'analyse de données, parce qu'on a besoin de remonter de capteurs, donc on a besoin aussi de traiter les données réelles. Donc, et on va aussi récupérer la connaissance experte qu'on va confronter à ces données. Et du coup, l'intelligence artificielle, elle est capable de trouver de nouvelles connaissances, ou bien de trouver des choses qui sont incohérentes, des défaillances, donc qu'elle n'avait pas eu au départ, comme il le disait Marc. Et donc, son objectif est d'alerter l'expert. Donc, elle va lui dire, j'ai trouvé une nouvelle connaissance, ou bien il y a quelque chose que je n'ai pas l'habitude d'avoir, et maintenant, je l'ai aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc, l'expert métier reste toujours le point final, c'est lui qui va décider pour soit prendre en considération ce que l'IA lui suggère, ou bien dire, non, effectivement, c'est une exception, et donc on va la traiter différemment. Mais, voilà. Dans ce cas-là, comme chez vous d'ailleurs, ce qui est marquant aussi, c'est la capacité de l'IA à gérer extrêmement rapidement un très gros volume de données. C'est aussi pour ça qu'elle est aujourd'hui indispensable dans les entreprises. Oui, tout à fait. Allez-y, Marc, je vous en prie. Oui, tout à fait. Donc, dans les entreprises, alors le gros volume de données, c'est surtout la diversité des données. On est surtout sur des situations, des problématiques qui ne sont pas forcément connues à l'avance. Et l'IA va pouvoir s'adapter. C'est ce que je disais tout à l'heure, cette notion de dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne va pas être très précis, mais il va dire il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça qui est nouveau dans le monde industriel. Le volume de données, c'était le nœud gordien, hein. C'est le sujet dont on n'arrivait pas à se dépatouiller. Dans le domaine de la santé, c'est particulièrement vrai quand on fait de l'analyse. C'est très particulier, effectivement, dans le domaine de la santé, de parler de la donnée. Par contre, et heureusement, nous avons mis en place d'autres approches qui vont nous permettre, même en partant d'un sous-ensemble de données, un ensemble de données qui n'est pas très, très fourni, de pouvoir développer des IA qui sont performantes et qui vont permettre justement de récupérer des lois, que ce soit des lois de la physique ou bien des lois logiques, et les intégrer dans le traitement de données afin d'avoir un système d'apprentissage qui est plus performant. Et effectivement, je vais rebondir sur la question tout à l'heure. Nous, ce qu'on dit souvent, c'est que lorsqu'on a beaucoup de données, on a de l'hétérogénéité sémantique, et donc nous avons besoin justement des machines pour nous accompagner, parce que la machine, elle est puissante, elle ne se plaint pas, elle peut elle peut avoir des tâches répétitives, contrairement à l'humain qui peut se fatiguer très rapidement. Et donc, du coup, elle va vraiment trouver son avantage dans ce type de traitement. Alors l'IA change l'entreprise, on l'a évoqué, elle change la ville, elle va changer la ville en tout cas. Je dis ça parce que je sais que vous travaillez sur un projet de ville intelligente. Ça va consister en quoi ? Tout à fait. Nous sommes acteurs dans le projet H2020 Response. Donc c'est un projet européen avec comme partenaire principal la métropole de Dijon. Nous avons la ville de Turku qui est en Finlande. Et il y a plus de 53 partenaires qui sont académiques, industriels, sur 13 pays différents. Et notre objectif principal est de tendre vers une ville intelligente qui est autonome en termes de consommation énergétique et qui produise plus d'énergie qu'elle en consomme, et surtout réduire tout ce qui est gaz à effet de serre et polluants.
Et pour répondre à ce projet, donc, nous avons besoin effectivement d'étudier les différentes données, donc que ce soit des données énergétiques ou des données de la météo ou tout ce qui peut impacter justement la construction de ce type de solution, et récupérer aussi la connaissance expert et proposer des systèmes d'aide à la décision. Et ce qui est intéressant dans le projet, c'est que les réponses de l'IA peuvent être aussi développées selon les profils. Donc le message que j'envoie par exemple à un décideur à la métropole sera différent du message que j'envoie à un citoyen pour les mêmes résultats. Merci pour cet éclairage. La place de l'humain dans toute cette histoire me paraît être essentielle. Si votre entreprise s'appelle Humane, ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que vous avez d'emblée posé la question. Aujourd'hui, quand on installe ce type de technologie dans une entreprise industrielle, il y a une phase obligatoire de pédagogie, d'explication, d'implication des équipes, voire de formation des équipes, et en tout cas un changement des méthodes de travail et des métiers. Oui, alors tout à fait. Il y a un aspect pédagogique qui est important, de bien expliquer ce que fait la technologie, mais ce que ne fait pas la technologie. Ça, c'est important. Des fois, ça fait trop rêver. Et le niveau demandé, le expectation level, il est trop élevé. Donc, on explique ça. L'aspect humain, effectivement, Humane, on a appelé l'entreprise il y a 5 ans Humane pour cet aspect humain. On ne souhaite pas faire peur, ça vient en complément, on l'a dit au début de cette intervention. On ne veut pas faire peur à l'humain, on ne veut pas faire peur aux salariés. Ils vont garder leur emploi, il sera peut-être différent, il sera sans doute plus intéressant. Oui. Mais c'est une montée, enfin c'est la promesse en tout cas d'une montée en compétences. Ou de tâches différentes et qui sont plus intéressantes. Des tâches plus intéressantes, mais surtout des tâches qui ont une valeur ajoutée. L'exemple que je reprenais tout à l'heure, avoir une personne qui contrôle des pare-brises, c'est pas forcément très intéressant. Donc on essaye d'enlever ces tâches et puis de remettre les personnes sur des tâches plus intéressantes, plus valorisantes au quotidien. À l'université, les enjeux liés à l'IA sont pleinement intégrés dans les formations aujourd'hui. Les générations qui sortent de l'université ont complètement intégré ce mode de fonctionnement dans leur pratique et leur connaissance métier. Tout à fait, parce que les 3-4 dernières années à l'Université de Bourgogne, donc nous avons intégré de plus en plus de formations à l'IA. Nous avons mis en place un DU IA Santé. Donc un diplôme universitaire, un diplôme maison. Qui est destiné à des professionnels de santé. Nous avons aussi mis en place un master Smart City et gouvernance de la donnée, donc dans un public qui est aussi des professionnels de différents domaines et aussi des juristes. Et nous avons un nouveau master qui est aussi master IA Santé. Donc en fait, il y a pas mal de nouvelles formations qui ont vu le jour justement et qui ont aussi un public qui est différent. Donc ça peut aller de l'étudiant qui suit son parcours de master classique, comme ça peut être aussi un professionnel dans n'importe quel domaine qui peut intégrer justement nos formations pour comprendre ce que c'est l'IA, comment il peut l'utiliser dans son métier. Une question conclusive pour tous les deux, elle serait la suivante. Est-ce que vous avez le sentiment que nous sommes en train de vivre une révolution industrielle ? On a parlé de la révolution 4.0 il n'y a pas très longtemps, on serait déjà à la 5.0. Est-ce que c'est une révolution industrielle, c'est-à-dire un changement de paradigme complet dans nos méthodes de travail, dans la vie des entreprises, dans le fonctionnement de l'économie, dans notre modèle économique? Ou est-ce qu'on est seulement dans l'évolution finalement du 4.0, c'est-à-dire l'enrichissement, l'approfondissement, le développement des capacités que nous offre le digital, le numérique et l'automatisation? Évolution ou révolution? Vous diriez quoi, Marc Benoît? Je dirais plutôt évolution. Pourquoi ? Parce que la révolution dans l'industrie, alors on peut retrouver des grosses plateformes logistiques où effectivement il y a des robots dans tous les sens, il n'y a plus une seule personne, mais la réalité des choses... ça c'était avant l'IA ça d'ailleurs. Voilà, exactement. Mais les entreprises ne vont pas disparaître du jour au lendemain. On a notamment dans la région beaucoup d'entreprises traditionnelles, elles vont évoluer, s'adapter grâce à ces nouveaux outils. Mais ce n'est pas une révolution au même titre que l'on a pu avoir lorsque l'électricité est arrivée ou ce genre de choses. C'est mon avis personnel. Et pour vous ? Complètement d'accord, c'est une évolution, une continuité. Donc, à mon avis, la seule différence, c'est qu'on en parle aujourd'hui un petit peu
plus, parce que l'IA maintenant, elle est un peu partout, elle touche le grand public, et donc elle peut être utilisée par plusieurs personnes, pas uniquement par les scientifiques et les développeurs de l'IA. Et donc ça fait vraiment parler, mais très honnêtement, c'est une continuité de ce que nous avons déjà développé au préalable. Merci à tous les deux d'avoir expliqué et démystifié ce qu'est l'intelligence artificielle avec des applications très concrètes d'ores et déjà dans le monde industriel. Merci, bonne journée. Merci à vous. Merci Patrice.